Bonjour, bienvenue à ce webinaire sur comment recevoir la rétroaction. Nous rendons hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette... Attendez une minute parce que je ne vois pas ce qui est écrit à cause de cette terre. Nous reconnaissons le lien sacré de longue date l'unissant à ce territoire qui demeure non cédé. Nous rendons également hommage à tous les peuples autochtones qui habitent Ottawa, qu'ils soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiens des savoirs traditionnels, jeunes et âgés. Nous honorons aussi leurs courageux dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Alors, je n'ai aucun conflit d'intérêt face à cette présentation. Alors, le plan de la présentation, on va situer, recevoir la rétroaction dans l'apprentissage. Il y a les éléments clés de la rétroaction, le regard sur l'apprenant, la conception de rupture du savoir, le modèle hôte que je vous propose, un regard critique sur, parce que j'aimerais ça un jour entendre ce que vous en pensez, un module d'auto-apprentissage qui présente le module hôte et réfléchir sur l'émergence de la littératie en rétroaction. Ça aurait été plaisant si on avait été en synchrone et que on aurait pu discuter sur le sujet. Alors, les lettres font référence au plan de la présentation dans les diapositives. Un sondage express, je vous invite à réfléchir à ces questions-là et parce que ça va donner le ton sur qu'est-ce qui va suivre par la suite. Alors, combien d'entre vous donnent de la rétroaction? Alors, c'est facile à répondre, c'est oui ou c'est non. Qui de vous ont pris de la formation pour donner de la rétroaction? Et maintenant, que savez-vous sur la façon de recevoir la rétroaction? Alors, ce que je vous propose, c'est que moi, personnellement, j'ai fait une recherche et j'ai trouvé, en tapant dans Google comment donner de la rétroaction, 977 000 résultats avec un paragraphe qui résume vraiment ou qui traite vraiment de comment donner de la rétroaction. Mais d'un autre côté, si je fais la recherche comment, alors le voici, c'est le petit paragraphe. Et si je fais la recherche comment recevoir la rétroaction, j'ai à ce moment-là seulement 3 996 000 résultats. Et si vous regardez la description qu'on en donne, il n'est pas, on ne parle pas vraiment à comment on la reçoit, mais on réfère encore à comment on la donne. Alors, ça donne, et puis si on fait une autre recherche, qui ont demandé comment recevoir de la rétroaction, on a comme résultat ne devez pas interrompre la personne, mais écoutez ce qu'elle vous dit vraiment et non ce que vous pensez qu'elle va dire. Vous pouvez capter plus d'informations si vous écoutez bien et tâchez de comprendre plutôt que d'être sur la défensive et de vous concentrer sur ce que vous allez répondre. Alors, on vous dit c'est ce que vous devriez faire, mais maintenant, on peut se demander la question, oui, mais comment on fait pour mieux écouter? Comment on fait pour ne pas être défensif? Alors, après ma recherche, je n'ai pas trouvé grande information sur Internet ou sur Google Scholar. Alors, beaucoup de formations sur comment donner la rétroaction, mais très peu sur comment la recevoir. Alors, les objectifs d'apprentissage de cette session seront de décrire le modèle comportemental hôte. Alors, vous allez avoir un aperçu, vous allez pouvoir au moins dire c'est quoi les lettres, c'est pour quel mot. Et reconnaître lors des moments de supervision l'utilisation de l'outil hôte par les étudiants. Alors, les mots-clés en rétroaction. On a le contexte. On sait dans la littérature maintenant que la rétroaction se donne dans différents contextes. Il y a le contexte clinique, mais il y a le contexte des différentes ethnies, il y a le contexte de la discipline. Il y a des petites variations de la rétroaction selon le contexte. On a parlé également beaucoup de la démarche. On a évolué de la démarche sandwich à d'autres sortes de démarches et on sait maintenant qu'il y a plusieurs éléments qui sont importants, dont demander l'auto-évaluation de l'apprenant, annoncer des points positifs, mais avec le pourquoi et des points négatifs et de faire le suivi. Je suis certaine que vous savez très bien quelles sont ces étapes des démarches qui sont retenues. On parle aussi de climat de confiance.
où est-ce qu'on dit au précepteur qu'il est responsable de créer un environnement d'apprentissage. Et on parle même dans certains écrits d'alliance thérapeutique en faisant une espèce de clin d'œil à l'alliance, en fait, je me suis trompée ici, c'est une alliance pédagogique que j'aurais dû écrire et qui fait un clin d'œil à l'alliance thérapeutique que le clinicien partage avec le patient. D'autres auteurs, dans cette lignée-là, en construisant sur le climat de confiance et l'alliance thérapeutique, vont parler de leur observation de la position d'apprentissage et la position d'évaluation. Et là, on commence à s'approcher vraiment à l'apprenant lui-même, l'apprenant dans un milieu de rétroaction, dans un milieu de supervision. On observe chez lui ces positions-là, la position d'apprentissage ou la position d'évaluation. Alors, ça prédispose, ces positions-là prédisposent à recevoir la rétroaction de façon différente. Alors, c'est pour ceux qui connaissent moins ces deux positions-là, quand on parle de la position d'apprentissage, on dit que l'apprenant fait sa propre autocritique, évalue ses besoins et participe activement à l'activité de rétroaction. Il voit son précepteur comme un expert conseil ou comme un coach qui le guidera vers les compétences dans une tâche. L'apprenant comprend que la progression vers la compétence indépendante, le fait de devenir un professionnel autonome, est une tâche qui débute au stade novice, mais qui va s'améliorer jusqu'au niveau d'expert et fondée sur le fait de rester curieux face aux défis à relever. Et la rétroaction formative est vécue comme une opportunité d'apprentissage. La position d'évaluation, quant à elle, l'apprenant se sent continuellement jugé et voit son précepteur comme un examinateur. Il cherche à découvrir les attentes du précepteur et pas vraiment à apprendre en soi pour être fonctionnel avec les patients. L'accent est mis sur la nature hiérarchique de la relation et le déséquilibre du pouvoir. L'apprenant présume qu'il devrait être compétent dès les premiers essais d'une tâche et est porté à cacher ses difficultés plutôt que de rechercher l'expertise pour s'améliorer. Alors, quand on regroupe ou on revisite les mots-clés en rétroaction, on en ajoute un autre et c'est le besoin d'engagement de l'étudiant dans le processus de rétroaction. Et le mot mystère ou le mot-clé que j'ajoute ou qui est déjà reconnu, mais qui devient important pour la suite de cette présentation, c'est le fait que la rétroaction, que le fait de recevoir de la rétroaction suscite des émotions. Et le défi devient, mais comment faire pour gérer ces émotions dans un contexte de supervision? Alors, on dit que la rétroaction est essentielle à l'apprentissage et pour être efficace, elle doit susciter la réflexibilité, ça veut dire le fait de pouvoir réfléchir vraiment au contenu de ce que le superviseur a donné à l'étudiant, mais c'est possible seulement si on gère les émotions que la rétroaction a suscité. Et c'est ce que l'on recherche en rétroaction, on veut que l'étudiant considère qu'est-ce qu'on a dit. Alors, qu'est-ce qui arrive dans une situation de supervision? C'est que le superviseur va donner un message à l'étudiant. Alors ici, elle lui dit, tu vois sur ta vidéo la réaction du patient simulé. Lorsque tu lui demandes depuis quand elle a mal, tu n'as pas réagi avec empathie et tu as passé à la prochaine question sur ta liste. Et elle dit ça à l'étudiant. Et là, l'étudiant la regarde et l'étudiant reçoit ça. Et qu'est-ce qui peut se passer dans sa tête? Il peut se passer différentes choses. Il peut regarder puis il peut dire, OK, j'étais nerveux, alors il va se justifier. Il va dire, ben, je ne voulais rien oublier parce qu'il était centré sur la tâche et non sur le patient. Ou bien il va dire, quelle réaction? Parce que encore là, en le voyant sur la vidéo, il ne la voit pas encore. Alors, quand on donne un message aux étudiants, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans leur tête et ces choses-là, ces idées-là sont associées à des émotions et ça peut moduler ou ça peut
donner une caractéristique à la façon comment ils vont réagir et comment ils vont être, que ça va être susceptible de pouvoir traiter l'information que la superviseure va donner. Alors là, quand on dit que l'apprenant vient d'apprendre une nouvelle information sur sa performance, il y a un phénomène qui peut se produire. Et si on avait été en synchrone et que j'avais pu avoir de vos réponses, je vous aurais dit, que pensez-vous de la réaction de cet étudiant-là? Est-ce que vous trouvez que ça ressemble à ceux que vous côtoyez? J'aurais bien aimé entendre vos réponses. Alors, quand on voit que les étudiants font face à des nouvelles informations, des auteurs parlent de la rupture du savoir. Alors, une nouvelle information, quand on reçoit quelque chose, ça peut être le fait que c'est un ajout à nos connaissances. Oh, ça, je ne savais pas ça du tout, puis maintenant, ben, c'est nouveau. Il va falloir que je l'ajoute si j'ai la crédibilité dans celui qui me dit s'il y a un haut taux de crédibilité dans celui qui vous dit. Mais la nouvelle information peut aussi être une information qui est discordante. Ça veut dire qu'elle ne correspond pas ou elle ne s'intègre pas dans ce que vous saviez déjà. Elle demande une adaptation, elle demande de considérer les choses différemment. Elle peut être surprenante et c'est là qu'on rentre dans les émotions et ça demande une réorganisation des connaissances. Et le but tout le temps d'une rétroaction, c'est qu'en fin de compte, que ce soit de la nouvelle information ou que ce soit une information qui est dérangeante ou discordante avec ce que vous savez déjà, c'est qu'on veut amener l'étudiant à réfléchir sur qu'est-ce qu'ils ont reçu et de pouvoir décider s'ils acquièrent la connaissance et pour pouvoir avoir un bagage ajouté ou un bagage amélioré et de construire sur leurs apprentissages d'une fois à l'autre. Mais cette rupture du savoir-là amène au niveau émotionnel des réactions qu'on appelle, les étudiants ont une réaction émotionnelle qui sont face au choc de la rupture du savoir. Ça amène un élément de nouveauté. Et il y a deux façons de réagir, deux façons de réagir à ce choc du rupture du savoir-là, qui, selon moi, amène une belle image métaphorique qui peut aider les étudiants à avoir un contrôle sur ce qui se passe au niveau des émotions et à mieux les gérer. Et les images sont que cette nouvelle information-là ou cette information-là discordante, on la traite comme un étranger qui nous intrigue et qui mérite d'être investigué ou de s'y attarder, ou on le perçoit comme un ennemi, comme une opposition à ce que l'on sait déjà ou à la limite une menace. Alors, c'est l'image que Siegel nous propose à travers la rupture du savoir, qui est un concept amené par Heidegger en philosophie. Alors, quand on regarde ses réactions à lui, ben, j'étais nerveux, je ne voulais rien oublier. Quelle réaction? On est plus dans un mode où est-ce qu'il perçoit la nouvelle information comme un ennemi et comme une opposition à ce qu'il a fait. Alors, ça s'approche de la position d'évaluation. Piste de solution pour ce choc de la rupture, c'est le passage de la position d'évaluation à la position d'apprentissage. Et on associe, grosso modo, à la position d'évaluation un état d'esprit fixe, un état d'esprit qui impose une certaine rigidité dans ce que l'on fait. Et d'emblée, c'est nourri par le fait de dire qu'on ne change pas. Les nouveaux, il n'y a pas de mutation ou il n'y a pas d'amélioration possible. On est plus dans quelque chose qui ne change pas. Alors que la position d'apprentissage est associée à un état d'esprit de croissance qui lui dit que n'importe quelle des expériences de vie va nous apporter des occasions d'apprentissage et qu'on va apprendre toute notre vie. Alors, un est plus malléable que l'autre.
Alors, on voudrait justement entraîner l'étudiant à passer de l'état d'esprit fixe à un état d'esprit de croissance personnelle et de passer de ce statut de voir les nouvelles informations ou des informations qui semblent être contradictoires avec ce qu'on sait déjà, de passer de l'opposition à de l'intrigue et de considérer les possibilités face à ces nouvelles informations-là. Pour apprendre à gérer ses émotions et à faciliter la réflexivité nécessaire à l'apprentissage. Alors, c'est le transfert qu'on veut faire chez les étudiants, c'est de les amener à passer de la posture d'évaluation à celle d'apprentissage pour pouvoir favoriser la réflexivité sur le contenu de la rétroaction. Alors, c'est ce dont je me suis basée pour vous proposer le modèle HOAT. Alors, qu'est-ce que c'est le modèle HOAT? Voilà, qu'est-ce que c'est le modèle HOAT? C'est un ensemble interdépendant d'attitudes et de comportements qui vise à faciliter la gestion des émotions et l'engagement dans le processus de rétroaction afin d'enclencher le processus de réflexion nécessaire à l'apprentissage et permettre l'acquisition des compétences visées. L'acronyme HOAT, puis en français, HOAT, ça veut dire accueillir. Il y a H pour l'humilité, O pour l'ouverture d'esprit, T pour la ténacité et E pour explicitation. Alors, c'est des mots connus et c'est ce que l'on propose à l'étudiant. Alors, dans la section de l'humilité, on dit que c'est une vertu fondamentale qui a une dimension qui est intrapersonnelle et à ce titre-là, c'est associé à la vulnérabilité dans le sens de dire qu'on accepte de parler de nos défis, de nos faiblesses, de nos erreurs. Et dans la littérature, cette qualité-là de vulnérabilité, elle est souhaitée chez les superviseurs autant que chez les étudiants, mais il y a une nuance à faire par le fait que le superviseur a toujours un statut d'évaluateur sur l'étudiant et que c'est encore plus demandant pour l'étudiant d'être vulnérable que ce le serait pour le superviseur en termes d'une qualité qui serait appréciée. Mais l'humilité fait partie quand même du fait de pouvoir être vulnérable. On va le remarquer dans le fait, au niveau des comportements, dans le fait qu'ils sont capables de présenter leurs forces et faiblesses, puis de parler de leurs erreurs. Il y a une autre dimension à l'humilité qui est celle qui est interpersonnelle et qui est associée à la conscience du bien-être des autres. On parle de déférence des autres. Et dans ce champ-là, être humble, c'est de se présenter de façon modeste et de s'engager dans des interactions qui sont respectueuses. Et plus en parallèle à ça, on parle d'humilité intellectuelle où est-ce qu'on considère les idées des autres sans supériorité intellectuelle. Et puis, en fin de compte, on a une ouverture par rapport en pensant qu'une interaction avec quelqu'un, que ce soit un superviseur, un père, un collègue ou un patient, peut toujours nous amener de l'information où est-ce que je pourrais m'améliorer ou une information où est-ce que je pourrais apprendre. Et ce sera des occasions d'apprentissage. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, si ça vous parle, puis si vous trouvez que c'est important, mais ce serait la première vertu ou le premier concept qu'on voudrait introduire à l'étudiant en lui disant, bien, on aimerait ça, on te donne la possibilité d'être humble, on te donne la possibilité, surtout le fondement pour pouvoir dire que l'apprentissage est là toute sa vie. Le deuxième volet, le O, c'est pour l'ouverture d'esprit. Oh, j'ai oublié de vous dire, je vais revenir, que les concepts clés
En fait, ce que je veux vous dire par rapport au petit bonhomme avec les cases de dialogue, c'est un peu comme un petit sage qu'on aurait dans notre tête et on pourrait clés qu'on pourrait garder en tête et les concepts clés associés à l'humilité sont les personnes n'est parfait. Alors, il n'y a pas personne qui me demande d'être parfait ou on apprend toute notre vie et à ce titre-là, on pourrait, ça nous aiderait à demeurer dans un esprit d'humilité. Alors, si on passe maintenant à nouveau au volet de l'ouverture d'esprit, on la décrit comme une volonté d'examiner les nouvelles idées et de modifier les connaissances antérieures. Et on parle d'un besoin d'être curieux et d'être empirique, un peu comme pour faire des recherches à la Sherlock Holmes pour pouvoir décider si c'est acceptable ou pas. C'est fondé sur l'esprit de croissance que je vous disais tantôt. Et on est convaincu que l'erreur comme telle, c'est quelque chose de positif parce que c'est une source d'apprentissage. Ça l'induit, en fait, ça donne le ton pour pouvoir se rassurer puis de vouloir participer à la relation superviseur et apprenant. Et jumelé à l'humilité, ça nous aide à accepter qu'on est inexact ou qu'on fait, qu'on n'est pas comme juste le fait que mon coucou a sonné à la maison et puis ça m'a dérangé. Donc, l'acceptation d'être inexact. Les mots-clés pour ça, c'est et pourquoi pas? Et pourquoi pas l'ouverture d'esprit? Pourquoi, en anglais, on dit why not? Ça nous met sur la piste de pouvoir le regarder de façon de plus près et puis on n'a rien à perdre à l'essayer. La quatrième volet du modèle hôte, c'est la ténacité. Et ça se définit comme une qualité de ne pas abandonner facilement. Et c'est fondé sur le fait que de persévérer, ça apporte le succès et que ça vaut le dévouement et les efforts d'amélioration. Alors, être tenace à trouver des réponses peut servir à 4 motivations personnelles, mais avant que je vous parle de ça, c'est le fait de dire à l'étudiant que c'est à lui à demander ce dont il a besoin et que ce soit des précisions ou que ce soit juste le fait d'avoir de la rétroaction, mais ça revient à lui et que dans certains milieux, avec certains superviseurs, il va peut-être avoir à le faire 2 fois ou à être tenace dans sa quête d'information ou dans la quête de la satisfaction de ses besoins pour pouvoir progresser puis s'améliorer au niveau des étudiants. Et alors, on leur donne la permission dans un fait de s'engager et de s'engager un peu avec une notion de prendre le leadership si jamais ça n'existe pas dans le milieu clinique où est-ce qu'ils sont avec leur superviseur et pour pouvoir avoir ce dont ils ont besoin. Spécifiquement, un auteur que je n'ai pas mis maintenant, mais que je peux rajouter par la suite, parle de ces 4 motivations-là personnelles à trouver des réponses. Et en fait, lui, cet auteur-là les proposait dans cet ordre-là, mais je vous l'ai dit dans un ordre qui fait un petit peu plus de sens. Les étudiants vont approcher le superviseur bien souvent pour vérifier leur connaissance ou leur perception, pour vérifier, c'est ça que j'ai compris dans ce que vous m'avez dit. Et ça serait une première motivation de consolider qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils ont à apprendre. La deuxième niveau, ce serait d'améliorer leur performance. Alors, ils vont savoir mieux comment faire. Puis, par la suite, ça peut les aider à mieux s'auto-évaluer parce que plus que tu peux vérifier puis confirmer ta perception par rapport à celle du superviseur, mais dans le futur, tu vas être plus apte à mieux t'auto-évaluer dès le départ. Et tout ça fait en soi
que tu peux croître au niveau personnel, tant au niveau du comportement interactionnel que tu as avec le superviseur / un nouveau collègue ou un collègue potentiel et dans tes apprentissages dans le milieu là, médical. Alors ça, c'est pour le volet de la ténacité. Le concept par rapport à ça, c'est persévérer pour réussir. Et si je ne le demande pas, je n'avancerai pas. Alors, si ce n'est pas moi qui m'affirme dans le fait de rechercher ce que j'ai besoin, il n'y a pas personne d'autre qui va le faire à ma place. Alors, agir sous l'influence de ces diverses motivations constitue un traitement plus approfondi du contenu des rétroactions puis une meilleure rétention des éléments pertinents. Alors, c'est la conclusion de l'auteur. Le quatrième volet du modèle HOLT, c'est explicitation. Et je ne sais pas si vous êtes, si vous connaissez la technique de l'entrevue d'explicitation, mais c'est une activité que le superviseur fait avec l'étudiant où est-ce qu'il verbalise rétrospectivement ses pensées et ses émotions dans une expérience et qu'ils analysent ou qu'ils regardent comment ça prend du sens pour eux autres. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites à l'Université de Sherbrooke en utilisant l'entrevue d'explicitation pour faire prendre conscience aux étudiants de leur raisonnement clinique et puis pour pouvoir déceler où est-ce qu'ils ont des forces puis où est-ce qu'il y a des failles. Alors, dans cet esprit-là d'explicitation, on dit à l'étudiant d'utiliser l'introspection et la métacognition et de partager avec le superviseur le rationnel de leur comportement ou de leurs émotions avec eux. Puis l'idée de ça, c'est de pouvoir dire que s'il donne seulement une réponse courte, le superviseur n'a pas vraiment beaucoup de données pour pouvoir former. Mais si on dit à l'étudiant qu'en étant concis puis en essayant d'être le plus constructif possible, le fait de donner une réponse un peu plus élaborée qui va situer qu'est-ce qu'on pensait pour arriver jusque-là ou bien quelles seraient les conséquences en ayant agi comme ça, ça va juste permettre, sans que le superviseur le demande, ça va permettre au superviseur d'avoir plus de données pour pouvoir soit corriger ou soit corriger leur rétroaction elle-même ou bien donner d'autres pistes à l'étudiant pour pouvoir le former davantage. Alors, combiné à l'humilité et à l'ouverture d'esprit, le partage d'informations, encore là, stimule la réflexion et l'adaptation chez l'apprenant. Et le superviseur comprend mieux et peut mieux intervenir aussi. Alors, les concepts par rapport à ce quatrième volet, c'est plus j'en dis, plus il peut m'aider. Puis avec le parce qu'il peut mieux comprendre, il en étant le superviseur. Quand tu parles du mot justification, je parle de vraiment dans le sens de rationnel, pas dans le sens d'une excuse pour qu'est-ce qu'on a fait, mais pour plus en parler en termes des raisons pour lesquelles on a fait quelque chose. Alors, grosso modo, c'est ce que le modèle HOLT propose à l'étudiant. Et les deux qualités de l'humilité et de l'ouverture d'esprit se mêlent à ces deux comportements-là ou permet ou facilite les deux comportements de ténacité et d'explicitation pour pouvoir favoriser l'engagement de l'étudiant dans l'interaction de supervision, dans l'interaction lors des rétroactions. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous pensez que c'est faisable ou bien si ça correspond un peu à ce qu'on dit dans la littérature aux superviseurs en disant, bien, vous essayez d'engager vos étudiants à faire ça, vous créez un climat de confiance pour favoriser l'apprentissage, on leur donne des grandes lignes, mais en fin de compte, on ne s'adresse pas souvent à l'apprenant lui-même, puis on ne dit pas trop non plus au superviseur comment faciliter ça chez l'étudiant.
Alors, le modèle hôte, nos étudiants ici nous disent intéressant, mais comment faire pour devenir humble et se sentir confortable à expliciter davantage? Alors, la prochaine étape de ce grand projet, c'est de proposer aux étudiants un module d'auto-apprentissage. Et le module auto-apprentissage les informe sur le modèle hôte, mais aussi utilise la technique du dialogue intérieur. Et dans certaines articles, dans certaines études, pour avoir des données pour pouvoir soutenir la position d'apprentissage et la position d'évaluation, ils ont recueilli à travers leurs recherches qualitatives des commentaires où est-ce que les étudiants parlaient d'une prédisposition ou d'un dialogue intérieur qui les empêchait de faire des choses, qui les décourageait de faire des choses. Et en fin de compte, une recherche démontre que l'utilisation du dialogue intérieur est très puissant pour changer les comportements ou changer les états d'esprit. Alors, c'est ce dont on va se baser pour pouvoir amener les étudiants à être plus humbles, à être plus tenaces, à être plus ouverts. C'est en proposant des concepts que je vous ai mis dans les petites boîtes de conversation vertes plus tôt dans les diapositives et de formuler de façon personnelle des phrases qui pourraient les aider à adopter les 4 concepts ou particularités du modèle hôte. Alors, la façon de comment rendre le modèle hôte accessible aux étudiants, c'est par un module d'auto-apprentissage qui a été fait par la firme Lecours et par le contenu de cette formation-là a été fait par Louise Laramée et moi-même. Et ça propose différents volets et en fait, ici, c'est résumé, c'est qu'ils font un trajet où est-ce qu'ils vont s'identifier à 5 étudiants différents. Et ces 5 étudiants-là sont dispersés sur le continuum de position d'évaluation qui s'en va vers la position d'apprentissage. Et à travers l'association à un de ces personnages-là. L'étudiant découvre c'est quoi la position d'apprentissage, la position d'évaluation et découvre les 4 volets du modèle hôte et est invité dans une notion d'interactivité lors du module d'auto-apprentissage à calibrer son cheminement personnel par rapport à lui, ce qu'il pense, où est-ce qu'il est au début par rapport au continuum, position d'évaluation, position d'apprentissage, puis où est-ce qu'il est à la fin quand il en sait davantage. Alors, c'est l'essence même du module d'auto-apprentissage. Ce sont les 5 personnages qui ont des visions différentes par rapport à la rétroaction. Et puis, même si on sait, je vous entends peut-être dire si vous avez beaucoup d'expérience en supervision que, ben, en fin de compte, ça dépend. Dans certains milieux, on peut être plus vers la position d'évaluation que c'est d'autres. Je pense que c'est vrai. Mais que la stratégie du dialogue intérieur pour pouvoir se remémorer ou bien pour pouvoir mettre en place, actualiser le modèle hôte va peut-être être un appui dans les milieux où est-ce que c'est plus difficile d'adopter la position d'apprentissage. Alors, ce n'est pas noir et blanc, c'est sur un continuum de gris. Maintenant, dans le dernier courant de publication sur la rétroaction, on parle de la littératie en rétroaction. Et ça se définit comme les connaissances, les capacités et les dispositions nécessaires pour comprendre l'information et l'utiliser afin d'améliorer les stratégies de travail ou d'apprentissage. Et en fin de compte, on s'adresse aux étudiants et on les forme sur qu'est-ce que c'est la rétroaction, qu'est-ce que ça devrait être. Et ça leur permet d'avoir un entraînement spécifique face à participer au processus interactionnel ou d'engagement de la rétroaction.
Et cette littératie-là supporte la position d'apprentissage et l'esprit de croissance personnelle. Alors, on pense que notre module d'auto-apprentissage ou le contexte, le modèle de Hôte est une contribution intéressante à la littératie en rétroaction parce qu'elle s'adresse surtout à la gestion des émotions, à leur donner un certain outil pour qu'ils puissent déjà travailler à ce niveau-là chez eux par le dialogue intérieur pour pouvoir justement adopter de façon encore plus active la position d'apprentissage et d'interagir et de s'engager dans les moments de rétroaction. Alors, ça, on pense que c'est un pas dans la bonne direction. Et laissez-moi vous dire que la prochaine étape, en fait, c'est de faire un projet pilote et de présenter le module aux étudiants pour, en fait, connaître leur appréciation du contenu et du contenant pour pouvoir mieux l'utiliser par la suite, puis voir si on va l'utiliser par la suite, si c'est relativement bien reçu. Et on cette information-là avec les apprenants, il va falloir également la partager avec les superviseurs pour maximiser le rendement de l'interaction par la suite. Et c'est la même conclusion que les études en littératie en rétroaction, où est-ce qu'on a passé, comme on disait au début de la présentation, d'une formation destinée aux superviseurs à une formation entraînement ciblant les apprenants. Et on pense que dans un futur proche, la solution à vraiment améliorer le processus de rétroaction, c'est de mettre les superviseurs et les étudiants dans la même salle et de parler rétroaction ensemble pour pouvoir pour développer une façon de faire qui soit optimum pour pouvoir promouvoir la réflexion, la réflexibilité et l'apprentissage. Alors, j'espère que ça vous fait réfléchir. J'espère en fin de compte, j'espère que si jamais ça vous intéresse, vous allez m'écrire. Camille va vous envoyer un courriel dans lequel il y a mon adresse courriel à moi et vous pouvez toujours la trouver sur le site des Affaires francophones. Et je serais bien curieuse d'entendre ce que vous pensez de ce modèle et de voir si, puis de continuer la discussion qu'on vient d'amorcer, même si on n'était pas en synchrone ensemble. Alors, j'aurais voulu savoir si vous avez des questions, mais je vous dis un grand merci et au plaisir de vous lire si vous pouvez venir, si vous avez le temps et le goût de m'écrire. Alors, merci beaucoup.